Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jamais la fracture entre les enjeux stratégiques des organisations et les aspirations des individus n'a été aussi marquée. Cet écart affecte autant la performance et la pérennité des institutions qu'il explique le nombre aujourd'hui grandissant de désengagements, de mal-être, de burn-out et de reconversion. Pourquoi alors, malgré ce constat partagé par différents acteurs, rien ne change fondamentalement? Et quelle alternative s'offre à nous? S'appuyant sur 5 ans de recherche multidisciplinaire, psychologie de la motivation, économie, sociologie des organisations, théorie des talents, et sur une expérience multiculturelle et internationale dans l'industrie et le sport, Fabrice Gatti nous invite à considérer une nouvelle approche pour recréer le pont nécessaire entre les enjeux des entreprises et les besoins des individus. Son livre ne s'adresse pas seulement aux managers, mais à quiconque a des responsabilités vis-à-vis d'autrui. Car chacun est acteur au sein de son entreprise, de son travail et de la société et peut participer à l'éclosion d'un environnement favorable, à reféconder notre pensée et à agir pour permettre l'éclosion d'une société plus équilibrée et plus responsable. Chromosome B. Après une carrière à l'international intense et variée, notamment en Formule 1 avec des grandes enseignes, vous vous êtes orienté vers des travaux de recherche pluridisciplinaires sur les notions de motivation, de configuration et d'efficience. Vous êtes passionné par l'humain et les groupes, vous partagez votre temps entre recherche, enseignement et accompagnement de dirigeants dans l'implantation de modes de fonctionnement et de pratiques managériales propices à l'efficience individuelle et collective sur le long terme. Vous publiez aujourd'hui L'autruche et le curieux aux éditions Henrik B avec en sous-titre « Peut-on reféconder sérieusement la pensée managériale et les organisations ?» Fabrice Gatti, bonjour. Bonjour Silvano. François Dupuis dit dans votre préface que vous êtes un autodidacte venant du monde de l'entreprise et du sport et c'est cette non-spécialisation qui vous permet d'exercer votre curiosité. Quel a été votre parcours qui, je le pense, a été en rupture, comme on l'a vu dans votre bio? Qu'est-ce qui vous anime et pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre maintenant? Comme vous l'avez dit Silvano, moi c'est vrai que j'ai eu un parcours riche, qui a été intense, chaotique aussi, et à mon avis qui reflète le fonctionnement de la société actuelle et de l'entreprise. Alors j'ai fait des études parce que j'avais des bonnes notes, mais finalement sans savoir ce qui m'animait vraiment. Ma première expérience a été une catastrophe. Je vomissais le matin avant d'aller travailler. Et puis j'ai eu la chance d'avoir ma femme qui me tire de là en me trouvant une annonce auquel je réponds. Et puis je me relance dans le sport et puis les jeux vidéo. Et là, c'est une super expérience. J'ai 26 ans, je voyage, je travaille sur la stratégie, je fais des accords de sponsoring et puis j'ai ma première expérience de management. Et puis quand je disais société et entreprise, c'est que j'ai des bons résultats, mais l'entreprise qui avait les yeux un peu plus gros que le ventre, en fait, est obligée de faire plusieurs vagues de licenciements. Donc rebelote, comme on dit aux cartes, il faut recommencer. Donc je me relance encore et puis finalement j'ai l'opportunité d'accomplir un rêve de gosse. Je bosse 10 ans en Formule 1 chez Renault et puis ensuite j'ai créé une filiale pour Red Bull en Autriche. Et là, pendant ces 10 ans, en fait, je suis au cœur du réacteur des organisations. Je vois quelles sont les configurations qui font que les gens s'investissent, qu'il y a de la performance et puis celles qui sont moins favorables. Et puis je vois aussi, je découvre les jeux de pouvoir, je découvre les luttes d'influence et je vois un petit peu ce que peuvent générer ça au niveau de la performance et du bien-être des individus. Donc ça, c'est mon parcours. Je crois que vous me demandiez la rupture. Oui, il y a cette idée de rupture. Il y a un moment où vous avez changé de chemin. En fait, la rupture se produit chez Red Bull. Et c'est la conjonction de plusieurs événements. Le premier, c'est que j'arrive un peu au bout, en fait. Je fais beaucoup de stratégies de marque, de management, de contrats, mais j'en ai un peu marre. Et puis surtout, j'ai développé en fait une manière totalement intuitive
c'est ce que dit François, je suis un autodidacte moi, sur la manière de manager les équipes, qui font que les gens ont plaisir à bosser le matin, qui prennent la responsabilité de ce qu'ils font, et en fait on développe le chiffre d'affaires. Alors ce que je fais, c'est complètement en dehors des clous, c'est complètement en dehors des standards, mais Red Bull est une société un peu particulière qui me laisse faire. Et puis, comme j'étais dans un rôle stratégique et un peu politique, j'avais un coach qui me demande de lire un livre qui s'appelle Why We Do What We Do, d'Edward Deci, qui est le fondateur de la théorie de l'autodétermination. Et je découvre qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi, qui ont théorisé en fait ce que moi j'avais mis en place maladroitement et de manière empirique. Et tout d'un coup, je me dis, mais en face, j'ai une explication solide sur les raisons pour lesquelles ça fonctionne ou que ça fonctionne moins, et pour les individus et pour les organisations. Et donc, c'est à ce moment-là que je décide de quitter le monde de l'entreprise pour me consacrer, sans savoir ce qu'allait se passer, à des travaux de recherche, parce que j'ai quand même passé plus de 5 ans à travailler sur ces sujets de motivation, de performance, de configuration. Et pourquoi maintenant je pense et j'ai observé qu'il y avait une profonde rupture en fait entre ce que fait la société, l'organisation, l'école, les dirigeants, les managers, et puis de l'autre côté les citoyens, les salariés, les écoliers. Ça fonctionne plus. Mais comme je le montre dans le livre, on a des signes tangibles qui montrent que le changement qui est nécessaire depuis des décennies en fait devient enfin possible. Voilà. C'est un livre très très complet, très technique. Vous allez loin dans votre analyse et dans le partage de vos recherches, qui s'appelle L'autruche et le curieux. Alors pourquoi ce titre ? Vous dites l'impasse dans laquelle le système néolibéral nous mène, et ainsi à renoncer à la politique de l'autruche pour se montrer curieux de ce qui nous entoure. Est-ce que je peux vous demander d'élaborer sur cette phrase ? En fait, le titre m'est venu très vite parce que je crois que je l'ai même mis avant d'écrire la première ligne. C'est que je me suis rendu compte que finalement l'entreprise avait des pratiques qui étaient à l'écart des besoins des individus. Et en faisant des recherches dans les domaines, en sociologie, en psychologie, en économie, dans le sport, en anthropologie, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des solutions qui existaient, qui étaient concrètes pour retisser en fait un lien entre les enjeux stratégiques de l'entreprise qui sont la croissance et puis les besoins des individus. Mais est-ce que c'était consciemment, est-ce que c'était inconsciemment ? Il y a beaucoup de dirigeants qui appliquent des recettes qui sont dépassées, qui datent du 19e siècle, du taylorisme, qui ont des pratiques organisationnelles contrôlantes, qui ne sont pas fondées scientifiquement, ça c'est ce que j'ai découvert, mais qui ont des conséquences dramatiques pour les individus. On le voit avec les pertes de sens, le burn-out, les désengagements, et puis pour l'organisation, puisque finalement elles utilisent faiblement les capacités des gens. Il y a un fort absentéisme, il y a un grand turnover, et ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement on ne changeait rien. Même si on sait que scientifiquement on a des méthodes qui nous permettent de faire évoluer ça et de relier ces enjeux stratégiques et ces besoins, on continue de rester sur ces modes de fonctionnement dépassés. Et c'est ce que dit François Dupuis en parlant d'inculture managériale, en fait. On ne forme pas les individus à le faire. Vous parlez aussi d'une vision pour le moins schématique, voire simpliste de l'individu. De quoi souffre le plus l'entreprise aujourd'hui, Fabrice Gatti ? Selon vous, est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que c'est des problèmes anciens qui n'ont pas été compris ? Et pourquoi tant de mal à corriger cette vision ? Alors, il faut remonter un petit peu, Sylvano, si vous me permettez. C'est qu'il y a une pensée dominante qui considère que l'homme, en fait, n'est pas curieux, qu'il n'est pas intéressé par le travail et donc qu'il a besoin de pratiques stimulantes et contrôlantes. Ça vient du taylorisme et c'est normal. On était dans une configuration où finalement le travail n'était pas intéressant, il y avait une grande industrialisation, il y avait des tâches répétitives et donc on a mis en place une gestion mécanique de l'entreprise. Donc je pense vraiment que de quoi souffre l'entreprise, c'est finalement de l'écart entre les pratiques qu'elle fait au niveau organisationnel et managérial et le besoin des individus. Elle a construit donc ses croyances sur ce que je disais sur le fait que l'homme n'est pas naturellement curieux. Or, en fait, c'est faux. On n'a qu'à voir un enfant de 3 ans ou 4 ans, il est curieux de tout. Et tout d'un coup, cette appétence, en fait, pour la curiosité, pour le développement, baisse au fur et à mesure qu'il rentre à l'école. Et ça, c'est un signe, moi, qui m'a fait qui m'a intéressé, interpellé, de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le système qui fait que notre curiosité, en fait, elle diminue au fur et à mesure qu'on rentre dans le système éducatif. Et ça se produit ensuite dans l'entreprise. Donc voilà, c'est ce qui fait que pour moi,
ça ne fonctionne plus entre l'entreprise et le besoin des individus. Des pratiques qui sont complètement dépassées. On a du mal à corriger les pratiques des organisations parce que les croyances sur la nature humaine, qui datent de la révolution industrielle, sont passées dans l'inconscient collectif. Elles se posent comme une évidence. Et en fait, ce qui est évident ne se questionne plus. Et ce qui ne se questionne plus ne peut plus être remis en cause. Et donc, c'est très difficile d'adopter un nouveau mode de pensée. On a des exemples de modes de management différents qui produisent des résultats dans certaines entreprises, en sport et dans l'éducation. Mais en fait, c'est difficile de repenser tout un système. Chromosome B. Vous faites à un moment dans le livre une référence étonnante à l'esclavage aux États-Unis pour décrire un processus de changement. Quel rapport avec l'entreprise ? Alors c'est un rapport avec l'entreprise, mais de manière plus large avec la société. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'illustre avec l'esclavage le phénomène et le mécanisme du changement. C'est-à-dire qu'au départ, on a une exception, on a une révolte, par exemple, et puis en général, on la marginalise ou on la réprime. Et puis finalement, cette exception se reproduit, il y a une récurrence des exceptions qui sont de plus en plus fréquentes dans le temps. Et donc, après la marginalisation, finalement, on la combat, et puis ensuite, on est obligé de l'accepter parce que ça prend de l'ampleur. Ce qui s'est passé aux États-Unis entre 1865, en fait, la déclaration de Lincoln et 1964, il se passe des choses, mais pas grand-chose. Et à partir de 1950, il y a une récurrence d'événements qui font que tout d'un coup, on ne peut plus ignorer cette inégalité entre les gens de couleur et les blancs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise pour moi. C'est que on est sur un désengagement de plus en plus important, une perte de sens, finalement une croissance économique qui suit en général la croissance de l'économie, mais les entreprises ne sont pas performantes. Et on a plein de signaux qui se reproduisent avec le quiet quitting, avec le acting your wage, tous ces concepts à la mode, avec la perte de sens des individus, la multiplication des burn-out et des violences, qui montrent qu'il est nécessaire en fait de créer un nouveau système. Vous évoquez, Fabrice Gatti, la fin du tout profit, la croissance permanente. Vous dites que la recherche permanente de l'efficacité n'est ni adaptée à la réalité du monde moderne, ni favorable à notre nature humaine. Vous démontrez aussi qu'il est surtout profitable pour l'entreprise que les salariés se sentent protégés. Vous parlez des entreprises organiques et des entreprises mécanistes. Vous pouvez me dire un mot sur ces notions ? Alors, en fait, ce qui m'a vraiment éclairé, il n'y a pas d'autre mot, c'est le rapport Meadows de 1972, qui montre finalement l'impossibilité d'une croissance infinie dans un monde qui, par nature, est fini. Et il y a de nombreux économistes, de nombreux psychologues comme Stiglitz, Piketty, Kahneman, Lynn Stout, qui montrent en plus que la théorie de la maximisation du profit et de la valorisation pour l'actionnaire ont fait long feu, et que ces entreprises qui se sont concentrées finalement là-dessus ne surperforment pas par rapport à d'autres entreprises. Et donc, ce qu'elles ont montré aussi, c'est que cette motivation par le profit, en fait, ne permet pas de mobiliser les énergies humaines. Et donc, quand je parle de vision mécaniste, c'est que finalement, le capitalisme est dans une vision idéalisée de croissance permanente. Okay ? Donc on est dans un grand mécanisme horloger qui fait tourner l'ensemble de l'édifice. C'est comme dans les temps modernes de Charlie Chaplin en fait. Si je peux prendre une métaphore biologique, le capitalisme c'est un peu comme un parasite. C'est-à-dire que la croissance se fait au détriment de l'individu et de la planète. Et moi ce que je propose c'est plutôt un fonctionnement sur le schéma de la symbiose. C'est-à-dire qu'on aurait une croissance organique, c'est accepter la complexité des choses. C'est d'accepter qu'il y a des moments de croissance, puis il y a des moments de repli. Et plus vous allez mettre l'humain en fait au centre du système, plus vous allez favoriser un cadre de sécurité psychologique et une finalité où on a envie de s'investir, et plus ils le rendront à l'entreprise. Alors je suis pas dans un dogmatisme à dire que c'est une MJC, que c'est une association. L'entreprise doit faire du profit, il n'y a pas de souci. Mais la manière dont elle s'y prend, en fait,
c'est à la fois au détriment des individus et finalement sans générer de la performance. Moi qui ai travaillé dans la Formule 1, qui est un milieu de l'ultra-performance, on en est loin en fait. Pour revenir à l'individu, Fabrice Gatti, vous montrez un tableau Gallup sur l'engagement des salariés en Europe. Et on est surpris de voir des taux d'engagement aussi faibles, avec en France un inquiétant 6% d'employés engagés, c'est-à-dire qui sont hautement impliqués et enthousiastes. Le reste rapporte 69% d'employés non engagés, c'est-à-dire physiologiquement détachés, et 25% qui sont carrément désengagés, c'est-à-dire malheureux et frustrés au travail. C'est une étude qui date de 2022, donc elle est très récente. Est-ce que c'est le signe d'une société malheureuse, Fabrice Gatti ? Oui, je pense que la société est malheureuse, Sylvano. Elle a perdu en fait ses repères, ou elle a décidé de les perdre et de les remettre en cause. Alors, c'est des repères traditionnels qu'on connaît, comme la famille, l'école, la sécurité, la religion. Mais elle n'en a pas défini d'autres. Et donc, elle a adopté finalement les buts du néolibéralisme qui sont le pouvoir, la richesse, la gloire, la beauté, et qui n'ont aucune capacité en fait à nous rendre heureux. On a des études là-dessus qui le montrent, et qui n'ont aucune aussi capacité à provoquer un développement congruent des individus, parce que ce sont des buts compensatoires. Une fois qu'on les a atteints, on veut autre chose. Mais en même temps, moi, ce qui me rassure, c'est que, alors l'étude Gallup, elle est un petit peu orientée parce qu'ils en font leur chou gras, mais c'est quand même sur plusieurs dizaines de millions d'individus et depuis 25 ans qu'ils font ça. Et on s'aperçoit qu'il y a un écart qui grandit entre besoins des individus et la manière dont s'y prend une entreprise. Mais ce qui me rassure, c'est que c'est dans ces phénomènes qu'on voit qu'il y a un changement qui est déjà en marche. Alors, la première grande partie de votre livre est un diagnostic, et vous consacrez la deuxième partie de votre texte à la motivation. Vous parlez du système solaire motivation. Pourquoi la nature de celle-ci, notamment intrinsèque, est-elle si importante ? La motivation, en fait, ça s'apparente, si je fais simple, à une force qui soutient l'individu dans son action, et pour déclencher, et pour persister, en vue d'atteindre un résultat spécifique. Donc, c'est une source d'épanouissement, c'est ce qui nous donne finalement la force de nous engager dans quelque chose. Sauf que depuis le 19e siècle, en fait, et encore on en revient à cette révolution industrielle, la motivation a toujours été abordée d'une manière quantitative. Donc on dit soit les individus sont motivés, soit ils ne sont pas motivés. Donc la seule chose en partant de ce postulat, c'est de dire qu'est-ce qu'on va créer dans l'environnement qui va faire que l'homme va être plus motivé. Et donc c'est cette fameuse théorie de la carotte et du bâton, soit avec des notes, des bonus, des grades, soit de menaces, des brimades, des licenciements, pour faire que l'individu se met en mouvement. Quand on accepte l'existence de différentes natures de motivation, une motivation autonome par rapport à une motivation contrôlée, ça apporte des réponses beaucoup plus pertinentes pour comprendre le fonctionnement des humains et donc pour savoir quelles sont les configurations qui sont favorables à une motivation de qualité. Il y a des recherches depuis plus de 50 ans qui ont montré que le type de motivation d'une personne pour une activité a généralement beaucoup plus d'importance que son intensité dans la prédiction de résultats significatifs, et en termes de performance et en termes de bien-être. Quand on a une motivation autonome, ça encourage de façon beaucoup plus constante une grande persistance dans l'activité, des sentiments plus positifs vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de ce qu'on fait, une performance accrue et une meilleure stabilité mentale. Le summum de la motivation autonome, c'est la motivation intrinsèque qui consiste à faire une activité pour le plaisir qu'elle procure. Et donc c'est le plaisir de l'activité qui constitue la récompense. C'est ça qui fait que les individus vont se sentir engagés dans une action. À l'inverse, quand on a une motivation extrinsèque, c'est l'activité est un instrument pour atteindre un but extérieur. Que ce soit une récompense, que ce soit une note, un signe de reconnaissance. Et donc elle est connectée, cette motivation extrinsèque, à des exigences qui sont reliées à la production d'un rendement ou d'un comportement spécifique. Et donc les gens ne vont pas se sentir à l'origine de l'action. C'est important de regarder dans une entreprise la configuration, les pratiques qu'elles font et quel type de motivation ça génère. Si ça génère de la motivation autonome, alors il n'y aura plus de problème finalement de désengagement, de burn-out, etc. parce qu'ils vont se réaliser. Par contre, si on est sur une motivation de type extrinsèque, ce qui est la seule manière de fonctionner des sociétés, que ce soit à l'école ou dans l'entreprise, alors on va générer une motivation de type contrôlée qui va faire que les individus vont pas s'épanouir en fait. Chromosome B.
Est-ce que ces aspirations intrinsèques, Fabrice Gatti, sont compatibles non seulement avec le succès économique d'une entreprise, vous semblez le penser, mais est-ce que la condition pour leur réussite n'est-elle pas qu'elle anime autant le dirigeant que l'employé ? Vous avez raison Silvano, il faut qu'il y ait un alignement entre la vision du dirigeant et la vision des salariés. Et je le redis, il est tout à fait normal qu'une entreprise réalise du profit. Mais j'aime beaucoup cette métaphore, je sais plus quel auteur en a parlé, qui dit « on a besoin d'air pour vivre, mais nous ne vivons pas pour respirer ». Moi j'ai eu la chance de travailler pour des organisations qui faisaient beaucoup de profit, mais qui n'étaient pas sur le profit comme moteur. Et notamment Red Bull, quand j'y étais, elles sont pas drivées par le profit, mais par la finalité. Des gens comme Patagonia, des gens comme la Maïf, des gens comme Red Bull, sont drivés par une finalité. Et c'est justement parce qu'elles ne se concentrent pas sur le profit qu'elles ont du succès et qu'elles génèrent du profit. Alors ça n'empêche pas que certaines sociétés au fonctionnement traditionnel ont des bons résultats, hein. Mais à mon avis, vu ce qui se passe, on est sur un point de bascule. Vu le refus des jeunes générations d'accepter ces pratiques-là, vu le désengagement des gens, vu l'impact planétaire, aujourd'hui, il y a une modification qui est en train de s'opérer, qu'on le veuille ou non. Fabrice Gatti, en troisième partie du livre, vous proposez des outils, notamment le modèle Craft que vous avez créé. Vous parlez tout d'abord de reféconder la pensée et l'organisation, c'est le sous-titre du livre. Pourquoi le choix de cette notion de fécondation ? J'ai beaucoup lu des anthropologues, j'ai beaucoup lu de sociologues et on se rejoint là-dessus, sur cette notion organique en fait, sur cette notion du vivant. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que j'ai voulu sortir d'une pensée linéaire et logique. Il y a une sorte de vision idéalisée du monde qui est héritée encore une fois du taylorisme et du capitalisme. On considère que la croissance est permanente, on a déshumanisé complètement le lieu de travail et les lieux d'apprentissage. Or, par essence, la réalité est complexe, comme dans la nature, hein. Et une organisation, c'est beaucoup plus qu'un organigramme ou qu'un enchevêtrement de procédures ou de règles et de décisions qui viennent du haut et qui s'imposent vers le bas. L'organisation, pour moi, c'est une équipe, c'est constitué avant tout d'individus qui sont des organismes vivants. Et donc, j'oppose la vision mécaniste et linéaire actuelle à cette approche, en fait, organiste qui prend en compte la complexité du monde, qui prend en compte les interactions entre les individus. C'est pour ça que je parle de reféconder l'organisation. C'est qu'il faut vraiment avoir cette symbiose dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ce qui va permettre aussi de ressourcer les individus, en leur permettant d'aller dans des activités où ils vont beaucoup plus s'épanouir. Le modèle Craft, c'est un acronyme pour le C de compétence, c'est-à-dire le sentiment de compétence, la relation, la qualité de la relation, l'autonomie, le besoin d'autonomie, la finalité, le frame, et enfin le talent, qui en anglais veut aussi dire habileté. Alors de quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est simple à comprendre et à réaliser ? Qui doit comprendre ce concept ? Le manager, le dirigeant ou l'employé lui-même ? Oui, Silvano, c'est très simple à comprendre parce que ça correspond en fait à ce qui anime une grande majorité des individus. Mais c'est exigeant à mettre en place parce que, comme un sportif de haut niveau qui voudrait atteindre un résultat, il faut s'astreindre à un certain programme. Les besoins de compétences, de relations et d'autonomie, en fait, sont des besoins innés. L'homme cherche à les satisfaire de manière quotidienne. Et donc, lorsqu'un système, que ce soit une organisation, une école, une équipe, la famille ou un groupe, crée un environnement dans lequel l'individu se sent à l'origine de son action et peut amener des idées sur les sujets qui les concernent. Ça, c'est l'autonomie. Qu'il se sent efficace dans des tâches qu'il accomplit et sent que son action a un impact sur le groupe, ça c'est la compétence, et qui peut développer des relations profondes avec des collègues et qu'il a ce sentiment d'appartenir à un groupe, alors il va développer ce que je disais tout à l'heure, une motivation autonome, une motivation qualitative. Ça va favoriser la stabilité mentale, que ça va favoriser la prise de responsabilité et son développement. Donc ça, c'est les premières lettres de Craft. Moi, quand j'interviens dans une entreprise, j'ai une grille de lecture. Je regarde en quoi les pratiques des organisations, en quoi la culture managériale impacte ces trois besoins fondamentaux. Ensuite, il y a la finalité. C'est lorsqu'on participe à quelque chose qui nous dépasse, lorsqu'on sent que ça parle à nos valeurs, qu'on va s'engager vraiment.
Cette quête de sens, elle est de plus en plus présente, quelles que soient les générations. Ensuite, j'ai parlé du F, c'est un peu un F au carré, parce qu'il y a la notion de framework, c'est le cadre de collaboration. Et je me suis aperçu que sans principe directeur, sans règles et sans conséquences en cas de non-respect par une personne du groupe de ces règles, il ne peut pas y avoir un cadre dans lequel les individus se sentent suffisamment en sécurité pour prendre la responsabilité de leur action. J'aide les managers et les dirigeants en fait à mettre en place des comportements qui favorisent ce cadre de sécurité psychologique. Donc on parle de prévisibilité, ça vient de François Dupuis, qui dit l'homme doit être prévisible, et s'il est prévisible, alors l'autre en retour peut se sentir en sécurité pour faire confiance. Il y a l'exemplarité, il ne faut pas qu'il y ait d'écart entre un discours et un acte, sinon ça crée un sentiment d'injustice. Et puis il y a la notion d'équité. C'est vraiment important de s'appliquer et de s'impliquer à mettre ça en place pour pouvoir créer justement ce cadre favorable à l'enthousiasme, à l'engagement et à la performance, parce que ça va générer de la confiance. Et c'est là où je parle beaucoup des équipes de sport. Des gens comme Ferguson, qui ont eu 32 titres en 27 ans à Manchester United, ont créé cette culture de l'exigence, du respect, de la confiance avec de fortes valeurs. Et à l'inverse, on a des gens comme Domenech qui sont beaucoup plus, non pas sur la confiance, la collaboration, mais sur l'individu, ce qui est aujourd'hui l'entreprise. On embauche des individus, c'est tout ce qu'on fait. On n'est pas là pour développer une culture du succès, mais on est là pour gagner des matchs. Ça peut aller en finale, mais ça génère aussi qu'il y a des gens qui vivent d'une passion qui est quand même le football, qui vont à l'événement le plus important de leur vie, une Coupe du Monde, et qui font une grève pendant une Coupe du Monde. Enfin, c'est hallucinant. Et c'est ces comparaisons que je fais entre le sport et l'entreprise qui m'ont montré en fait quels environnements sont favorables à l'humain et la performance et lesquels sont plutôt toxiques. Si on revient sur la fécondation et l'organique, c'est toxique pour moi. Et puis la dernière lettre, c'est le talent, c'est le T. Et si l'organisation commence à sortir du jugement, de la morale, de la catégorisation des individus pour aller sur le champ de l'observation, et si elle permet aux personnes dont elles ont la charge de prendre conscience de leurs facultés, de ce qui les anime, et qu'elles les placent dans les bonnes configurations, alors on va créer cet environnement favorable, en fait, pour tout le monde. Chromosome B. On pourrait penser que le talent, c'est une notion, on l'a ou on l'a pas pour certaines choses. Vous dites, le talent ne s'attire pas plus qu'il ne se gère, il se détecte par observation et s'actualise dans une configuration spécifique. L'homme n'a donc pas de talent, mais en produit, ce qui change tout. C'est une définition inhabituelle. Qu'est-ce qu'elle implique ? Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on a tous des facultés naturelles. Certains vont avoir un sens de l'analyse, d'autres un sens de l'observation de la nature, certains vont avoir une maîtrise du mouvement, d'autres vont aimer les couleurs. Donc on a tous des facultés naturelles. Et il y a de grands personnages que parce que les facultés naturelles des personnes rencontrent un contexte propice. Ce qui fait que la société, il va y voir du grand ou du remarquable. Donc si on prend cette définition, jamais Winston Churchill n'aurait été aussi grand s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Jamais le Mahatma Gandhi aurait pu fédérer le peuple indien sans la politique expansionniste anglaise. Il y a une anecdote sur le guépard dont je voulais que vous me parliez. La métaphore du guépard, c'est de dire le guépard, c'est l'animal le plus rapide du monde. On ne va pas dire qu'il n'a pas de talent si on est sur la croyance populaire. Or, on s'est aperçu que une faculté naturelle devait s'appuyer obligatoirement sur un cup, c'est-à-dire une configuration, une utilité, un potentiel. Vous mettez le guépard dans la jungle, il meurt, parce qu'il ne peut pas déployer ses facultés naturelles. Il y a trop d'obstacles. Donc pour produire du talent, qui est cette rapidité, il doit bénéficier d'une savane, avec des étendues dégagées, avec des points où il peut observer, une utilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait faim, soit qu'il faut qu'il veuille apprendre à ses enfants à chasser, et il faut qu'il y ait un potentiel, c'est-à-dire une gazelle qui va lui permettre d'accélérer. Et le problème qu'il y a, et c'est pour ça que j'insiste, c'est que le talent, à l'instar de l'intelligence, de la douance, s'est trouvé complètement assiégé
par le référentiel de l'être. Donc on a des définitions qui sont très conceptuelles, centrées sur la personne. Le talent, c'est une excellence, c'est une aptitude particulière, c'est un don remarquable. Mais en fait, ça ne dit rien. C'est des mots abstraits, généralistes, qui ne disent pas ce que le talent produit. Il faut l'appréhender non plus comme un attribut de la personne, mais comme un principe dynamique. Quelque chose qui est le résultat, et ça on revient au CUP, de l'utilisation de facultés naturelles dans une configuration spécifique. Et c'est là où il faut apprendre à tous les encadrants à observer ce que produit une personne. C'est-à-dire que quand un enfant regarde dans un coin, il n'est pas forcément rêveur. Peut-être qu'il est en train d'observer les détails sur une araignée. Donc dans quel type de configuration le fait d'observer ces détails pourrait produire un résultat dans lequel la personne va s'épanouir? Et là, c'est un apport que j'ai fait qui est que quand un individu peut utiliser ses facultés naturelles dans une configuration, alors cela lui génère du plaisir. Si ça lui génère du plaisir, ça lui génère une motivation autonome qui lui donne l'énergie suffisante pour développer des compétences. Et s'il développe des compétences, il se réalise et il produit de la performance. Des diagnostics, des analyses, des inspirations, un outil innovant. Fabrice Gatti, vous publiez L'autruche et le curieux aux éditions Hendrik B. Vous terminez dans l'une de vos conclusions, cet ouvrage remplira son ambition si, au niveau des organisations, il donne des grilles de lecture plus précises sur les enjeux actuels et des solutions utiles pour l'avenir. Et s'il incite les acteurs de l'entreprise à agir vers la construction d'un système plus responsable, propice à la diversité humaine, à la pérennité des entreprises et à la sauvegarde de la planète. Vous êtes optimiste, Fabrice Gatti? Si je prends la citation de Winston Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Alors oui, je suis optimiste. Ça peut se passer comme ça s'est passé dans la préhistoire avec la Homo sapiens et Néandertal. On va avoir deux systèmes qui vont coexister. Le système mécaniste d'un côté, puis le système organique de l'autre. Lequel va l'emporter, pardon, difficile à dire. Mais entre enjeux planétaires, refus des règles établies par les nouvelles générations, le désengagement et la perte de sens d'une grande partie de la population, et de l'autre côté, des exemples qui montrent qu'on peut fonctionner différemment, j'ai bon espoir. Vous êtes déjà livré au dernier exercice de l'interview. Vous m'avez fourni une maxime, peut-être vous en avez une autre, une devise, un proverbe qui puisse caractériser votre relation au monde ou votre état d'esprit en ce moment. Si vous me le permettez, Sylvano, je vais tricher. Je vais vous en donner deux. Non, la première, parce que ça résume vraiment Kraft, c'est une citation de Saint-Exupéry qui dit que si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, en fait. C'est pour ça que j'ai quitté le monde de l'entreprise et une passion. C'est parce que j'ai eu ce désir-là, en fait. Et ça m'anime beaucoup. Et puis, il y a une autre citation qui est que notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois. Et je crois que dans cette société qui veut toujours nous faire croire que seul le plus fort y arrive, l'importance de l'ego, etc. En fait, c'est pas la réalité. Et elle m'aide beaucoup parce que je suis pas mal tombé, en fait, aussi. Et je me suis relevé. Fabrice Gatti, merci. Merci beaucoup, Sylvano. Chromosome B. Le podcast des éditions Hendrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Hendrik B dans toutes les bonnes librairies et sur hendrikb-édition.com.